Bonsoir à toutes et à tous. De la participation dans l'amphithéâtre, je dirais que c'est une des sessions les plus attendues de Microsoft Experience et que c'était finalement une excellente idée de terminer la journée avec le sujet le plus passionnant, c'est-à-dire la musique et pas seulement la technologie. Et je peux le dire, là je le dis, je change de casquette. Je ne suis plus le président de Microsoft France, mais je suis Carlo, la personne. À ses heures perdues, je chante. J'avais un groupe en Italie, j'ai retrouvé avec bonheur le groupe qu'on avait lancé avec Thierry Rapatou il y a quelques années ici en France. Voilà, j'aime beaucoup faire de la musique, je ne suis pas très bon, je joue un peu la guitare, mais on ne me fait que chanter et encore, maintenant on a trouvé des chanteurs qui sont largement meilleurs que moi. Mais bon, j'essaie toujours de participer un petit peu et je suis absolument passionné par la musique, et qui ne l'est pas d'ailleurs. Enfin, ça veut dire c'est un des éléments les plus importants. C'est un peu la colonne, pas seulement sonore, mais la colonne de notre vie pendant toute la vie. Donc, nous avons un panel fantastique. Donc, je vais demander à Yvan, Julie, François de se présenter. Après, on m'a dit dans le script, il faut lancer André. Moi, je pense qu'André, il est né avec l'élan. Il n'a pas besoin d'être lancé. Donc, mais allez, on va se présenter rapidement. Merci beaucoup. Yvan Boudillet, je suis le fondateur de l'agence The Link qui accompagne des projets d'open innovation dans la musique. Voilà. Julie Knim, donc moi je suis directrice produit chez Soundcharts. C'est une start-up qui fait de la market intelligence pour l'industrie de la musique. Donc on analyse la performance des artistes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les plateformes de streaming, en passage radio. Et avant ça, j'étais chez Deezer, directrice de la stratégie produit. François Ruot, bonjour. Bonjour, François Ruot, j'ai le plaisir de travailler chez Devialet en charge du marketing et des ventes. Et Devialet qui est une entreprise, une belle pépite française avec de grandes ambitions internationales qu'on a commencé à déployer et avec encore plus d'appétit pour l'avenir. On aura, je pense, l'occasion d'en parler davantage. Alors, André, musique et technologie, on n'en parle pas tant que ça, en fait, en général. Mais là, moi, j'aimerais plus. Ce n'est pas un sujet, tu vois, qu'à la télévision, tous les jours, on parle de créativité et technologie. Oui, ça va avec. Oui, ça peut faire des choses merveilleuses. Donc, est-ce que tu veux nous introduire ça à ta manière? Allez, à ma manière. Mais la musique et la technologie ont toujours fonctionné ensemble. Ça, depuis la préhistoire, le premier instrument qu'on a identifié, c'est des os de renne. Vous savez comment les loups attrapent un renne? Ils se mettent à plusieurs, ils lui mordent les pattes, ils le font tomber, ils le mangent. Donc, ce qui fait que quand l'homme de Cro-Magnon trouvait un renne mort, il le chopait, il finissait un petit peu les restes. Et puis, vu qu'il y avait des trous dans les tibias, dans les os, il a commencé à siffler avec, et ça a été le premier instrument de musique. Donc la technologie est arrivée, et déjà il y avait les loups du show business, donc qui étaient un petit peu responsables de ça. Et il n'y a pas longtemps, il y a un savant suédois qui a pris un os de renne préhistorique et qui s'est mis devant un renne, un troupeau de rennes, et qui a commencé à siffler dedans, et les rennes se sont endormies. Il y a un autre truc aussi avec la technologie, c'est que il y a un savant russe qui s'appelle Igor Reznikov, qui a été médaillé Fields à l'âge de 20 ans. Et comme il est d'origine russe, il aime chanter dans les églises, les chants orthodoxes qui sont magnifiques. Et chaque fois qu'il chantait, comme il est mathématicien, il regardait les voûtes et il calculait un petit peu tout ça. Et il s'est mis il s'est rendu compte que toutes les églises étaient acoustiquement travaillées, ce depuis le Moyen-Âge. Et puis il a remonté un petit peu en avant. Vous savez que les Grecs aussi avaient une préscience de l'acoustique incroyable. Donc, musique et techno, encore une fois, ça a toujours fonctionné. Et un jour, il visite une grotte préhistorique et il se rend compte qu'en fait, donc évidemment, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se met à chanter et il se rend compte que les peintures rupestres ne sont que dans des endroits qui résonnent. Et quand il y a des grands animaux qui sont représentés, le son renvoyé est plutôt grave. Quand il y a des petits animaux, le son est plutôt aigu. Il s'est rendu compte aussi qu'il y avait des couloirs avec des points rouges tous les 2 mètres, et c'était le son qui rebondissait. Donc le son est au début, la musique est au début, je dirais, de l'homme. Et pour lui, cette découverte, c'était simplement de se dire qu'en fait, les peintures rupestres n'étaient qu'une partie d'un cérémonial qui se jouait et qui était un cérémonial aussi qui était chanté. Alors, sans aller aussi loin que ça,
On va remonter maintenant. Donc là, on était en 30 000 ou 40 000 avant Jésus-Christ. Nous voilà maintenant, France Inter, il est 17h30. Nous voilà maintenant en 450 avant Jésus-Christ. Pythagore, un jour qui s'embêtait et qui regardait la mer Égée. Il avait un petit peu le blues, alors il a tendu une corde sur une porte en bois et puis il l'a fait sonner comme ça. Elle lui a donné une note. Il a divisé la corde par deux et là il s'est aperçu que c'était l'octave qui jouait. Il a divisé la corde par 3, il a eu le Fa. Il a divisé par 4, il a eu le sol. Et comme ça, en divisant sans arrêt cette corde par des nombres entiers, il a reconstitué notre gamme aujourd'hui diatonique qu'on utilise depuis la nuit des temps. Enfin, du moins depuis 600 avant Jésus-Christ. Ces 4 notes-là fondamentales, alors, on va faire un tout petit peu de mystique parce que la musique et la mystique, ça marche ensemble. Il avait aussi une théorie du monde qu'il appelait la tétradkis. Tétra, en grec, c'est 4. Au commencement est le 1, le tout, qui se divise en 2. Le 2 crée l'antagonisme ou la sexualité, qui vont créer donc le 3, chiffre du créé, le tout se mouvant dans les 4 éléments. 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10, égale 1 à nouveau. Voilà la création du monde selon Pythagore. Or, avec son principe de division, il avait trouvé des notes associées à la création du monde. Voilà le 1, voilà le 2, voilà le 3, voilà le 4. Et quand on regarde ces notes-là, eh bien c'est Fa, Sol et Do, c'est-à-dire la cadence parfaite de Jean-Sébastien Bach, également, qui sont devenus les accords du blues. Moralité, pour Pythagore, Dieu est donc un joueur de blues. C'est important de commencer avec cette notion-là. À la base de la musique, il y a les mathématiques. Encore une fois, les rapports que l'on trouve harmonieux sont des rapports régis par des notes dont les fréquences sont régies par des rapports simples. Le premier, la quarte, le second, la quinte. C'est comme ça que notre chant, notre harmonie s'est développée en Occident. Au Moyen-Âge, on faisait des harmonisations avec des quartes et des quintes. Dès qu'on mettait la tierce, là on disait « ça c'est trop sensuel, ça c'est un petit peu la musique du diable ». Vous avez senti comme c'est sensuel ça ? Oui, ça c'était interdit. Hein. Donc, du début, ce sont les religieux qui ont commencé à inventer la gamme, 11e siècle, inventer la portée, plutôt la notation musicale, parce qu'ils se sont dit on va quand même mettre un peu d'ordre dans ce bazar, parce que cette musique, elle nous envoie elle nous fait faire des trucs un petit peu bizarres, un petit peu chelous. Donc, il y a toujours eu cette dichotomie entre la musique de Dieu et la musique du diable. Les Grecs étaient plus sympas, ils disaient il y a la musique d'Apollon qui vous élève vers la spiritualité, la musique de Dionysos qui vous élève, qui vous ramène vers l'esprit grégaire et l'esprit festif. Aujourd'hui, on peut dire que ces deux musiques sont tout le temps là. Sans faire l'opposition de ces deux musiques-là, l'énergie, je dirais, sexuelle est aussi à la base de la musique. Et ça, c'est important que j'en parle parce que la musique ou l'axe de la création, c'est du désir transformé en musique. Les grandes figures de compositeurs avaient tous des muses. La muse, c'est la figure inspiratrice, c'est une figure apollinienne. Le problème de la muse, c'est qu'à un moment, elle se transforme en sirène, et là, il faut s'attacher très fort au mât du bateau pour ne pas plonger dans les flots de la libido. Bon, l'eau, c'est le symbole de la libido. Jésus-Christ qui marche sur l'eau, c'est pour dire, les gars, je la maîtrise, moi, ma libido. Donc, voilà que la musique, c'est quoi ? C'est des mathématiques, c'est de la religion, donc c'est de la spiritualité, et c'est de l'érotisme. Et ça, c'est très important parce que enlever cette dimension-là à la musique, c'est pas que je suis un sexopathe, mais c'est de dire que cette chose est physique. Ça vous fait des vibrations, ça vous fait des sensations. Je vous conseille un livre qui s'appelle « La musique et l'ineffable ». Il est de Jean Kelevitch et dans lequel il dit
les philosophes se méfiaient de la musique, parce que la musique, elle amollit les hommes, elle les met, celui qui écoute de la musique est sous l'emprise de celui qui joue. Donc il y a quelqu'un qui va charmer l'autre. Et cette notion de charme est consubstantielle à la musique. La musique, c'est donc des mathématiques, c'est donc de la spiritualité, c'est donc du charme. Mais maintenant qu'on a cette gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, qui encore une fois est naturelle puisqu'elle vient de fréquences qui ont été divisées, on se retrouve avec un tout petit paradoxe, c'est que cette gamme est divisée par des tons, et puis là, tout d'un coup, il y a un demi-ton entre le mi et le fa, à nouveau un ton, et encore un demi-ton. Ces deux demi-tons vont créer le déséquilibre. C'est pour ça qu'on appelle notre gamme diatonique, parce qu'il y a deux demi-tons qui se baladent et qui mettent le dawa. S'il n'y avait que des tons entre la gamme, elle sonnerait comme ça. C'est un tout petit peu spooky, non ? Mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que cette gamme, finalement, elle ne dit pas grand-chose. Elle se balade comme ça entre deux états. Ce qui fait la beauté de notre gamme, encore une fois, c'est ces demi-tons qui vont créer un déséquilibre. La musique, elle est faite de déséquilibres, de chutes qui vont être rattrapées. Le déséquilibre des deux notes sensibles, c'est le fa et le si. Et le si, il n'est qu'à un demi-ton du do. Le fa, il n'est qu'à un demi-ton du mi. Donc, quand je résous... Là, j'ai une sensation d'apaisement. Vous avez vu, ça, c'est la tension. Et là, je suis apaisé. Bach, avant de s'endormir, ces gamins étaient obligés de jouer du clavecin parce qu'il n'y avait pas la radio à son époque. Et un jour, c'était Carl-Philippe Emmanuel qui s'y collait. Tout d'un coup, il entend papa qui ronfle. Tout content, il se barre, sauf qu'il est tombé sur un accord de sol septième. Le vieux Bach, ça l'a réveillé. Il a été au clavecin. Il a résolu et il a pu aller se rendormir. Cette idée de résolution, elle est capitale dans l'histoire de la musique. Des tensions qui se résolvent ou pas. Wagner a inventé la cadence qui ne se résolvait pas. C'est-à-dire sans fin. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais pu conclure avec la femme qu'il aimait. Mais je vous jure que c'est la vérité. Donc il s'est dit, finalement, l'amour chez moi, ça ne se conclura jamais. Et c'est comme ça que, dans le prélude de Tristan et Iseult, il invente cet accord qui jamais ne se finit. Et en faisant ça, il invente la musique de film. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on va parler des algorithmes que Jean-Sébastien connaissait parfaitement. Un jour qu'il est à la cour de Frédéric II, le roi de Prusse éclairé, Frédéric II sort sa flûte et il lui joue un thème, trop content de le montrer à Jean-Sébastien Bach. Voilà le thème. Bon, jusqu'ici, ça va à peu près. Et puis là... Ça, c'est un chat qui marche sur un piano, on est d'accord? Jamais on fait une descente chromatique comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bach, super focus. Majesté, comme ce thème est beau. Permettez-moi que je m'en empare. Et voilà ce qu'il en fait. J'extrapole un tout petit peu, mais qu'est-ce qu'il a fait, Bach? Il a pris... Merci. Il a pris ce thème super pourri, le thème le plus pourri du monde, on est d'accord, il en a fait un chef-d'œuvre qu'il va appeler l'offrande musicale. C'est-à-dire qu'il a pris le thème et ensuite il le transpose à la 4. Et la fugue, ce n'est que ça. L'art de la fugue qu'a écrit Bach, en fait, c'est un traité d'improvisation. Et c'est quoi? Ce sont des algorithmes. C'est-à-dire, je prends une petite cellule de notes, la plus indigente, et puis tout d'un coup, je la transpose. Et puis je la mets à l'envers. C'est-à-dire que quand j'ai une mélodie qui monte,
eh bien, je mets un miroir et j'ai la mélodie qui descend et je les joue en même temps. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un mouvement qui monte, un mouvement qui descend. Ici, on met un miroir, on met ça ici, on transpose, on brouille un petit peu, on fait du canon. Bref, il y a quelqu'un qui s'appelle Bizzi qui a écrit un livre sur les miroirs cachés dans la musique de Jean-Sébastien Bach. Et en fait, c'est le principe du kaléidoscope. Donc, l'intelligence artificielle, c'est Bach qui l'a créée, et la technologie, c'est Cro-Magnon qui l'a créée. Alors tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, mais c'est du bullshit à côté de ça, parce que ça fait en gros 200 000 ans qu'on fait ça. Alors maintenant, ça suffit, et les robots, ils ne nous auront jamais. Voilà. Super. Alors, est-ce que vous voulez qu'on étende la session à 2 heures ? Et on continue avec le cours magistral. Ben non, on ne peut pas. Donc, André, puisque tu as chauffé la salle, est-ce que tu veux continuer avec le projet musique MUZEEK et nous dire quelle est l'intention et comment ça fonctionne? Alors, cette intention, c'était... Alors, music, ça vient de muse et ça vient de geek. C'est un petit peu mélange entre les deux. Et l'idée, c'était de faire, dans un premier temps, un compositeur augmenté. De la même manière que Bach avait ses algorithmes dans la tête, eh ben, moi, je me suis amusé à les calculer, ces algorithmes, à les reproduire. Et ce qui fait que quand un compositeur utilise une partie de notre logiciel, eh bien, ça lui augmente ses compositions. Dans un deuxième temps, son morceau, alors je parle d'un morceau qui est créé avec un ordinateur de la manière la plus classique qui soit, une ligne de piano, une ligne de basse, une ligne de batterie. Notre algorithme multiplie toutes les possibilités qu'il y a en respectant l'harmonie, et à partir, le morceau du compositeur devient une matrice, et cette matrice est capable de générer 300 variations différentes pour un seul morceau, ce qui fait que le compositeur qui vient chez nous signe une œuvre. On est très attaché aux droits d'auteur, attention, faire de la musique artificielle pour squeezer les compositeurs, ce n'est pas du tout notre truc. Nous, l'idée, c'est de prendre l'intelligence artificielle et de développer le compositeur. Et le compositeur qui fait une œuvre chez nous, il se retrouve avec une œuvre, il en signe 300. Donc, ce n'est pas Jésus-Christ et les petits pains, mais pas loin de là. Et la deuxième chose, c'est qu'on a créé une machine avec Philippe Guillot, qui est là dans la salle, qui permet de... Alors lui, c'est l'homme des mathématiques et des algorithmes, qui permet de matcher instantanément une musique à une image, à des films. C'est-à-dire, vous mettez un marqueur ici, vous mettez un marqueur là, et tout d'un coup, vous écoutez plein de musique très vite, et puis quand vous l'avez choisie, elle se matche automatiquement avec un cliffhanger. Le cliffhanger, ça veut dire que c'est à un moment donné, il y a un mec qui décolle en ski. Là, ça va être je dirais, à l'image synchronisé avec un riser automatique. Donc, c'est la solution et la première monétisation de ça, c'est d'aller voir les monteurs de doc et de leur dire, on pique le boulot de personne, on pique un boulot qui n'existe plus, qui est celui de documentariste sonore. Autrefois, il y avait ça. Il y avait des gens qui allaient chercher des musiques et qui les présentaient aux monteurs. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est aux monteurs de se débrouiller eux-mêmes. Donc, charge de travail supplémentaire, obligés d'aller dans des banques, écouter des trucs et puis de les charger. Nous, on leur facilite le boulot. C'est un outil qui les aide à faire. C'est un outil qui les aide. Et aussi, c'est un outil qui est à la disposition de tous les gens qui font de la musique sur Internet. On ne peut plus mettre Adèle sur les vacances de Tata Jeannette à Palavas. C'est dommage parce que Tata Jeannette, elle a besoin d'une musique. Donc, du coup, avec notre principe, on peut également avoir accès à un catalogue qui s'y prête. Donc, on travaille, je dirais, avec le meilleur de l'ancien monde, le droit d'auteur, la création originale, et le meilleur du nouveau monde, augmenter le compositeur et, encore une fois, pouvoir permettre à la machine de matcher automatiquement de la musique avec de l'image. De l'aide à la création, c'est fantastique. Yvan, toi aussi, tu es passionné de musique et technologie, tu en as fait ton métier, tu as créé ton entreprise. Donc, comment tu vois concilier les deux? Oui, cette conciliation, c'est vrai que tu l'as évoqué en introduction aussi, on n'en parle pas souvent de ce rapport entre technologie et musique, aussi parce qu'il y a eu peut-être un malentendu ces quelques 2 dernières décennies, avec un affrontement, ou en tout cas une confrontation des deux mondes, qui a démarré à peu près avec le
peer-to-peer et qui a été porté sur des questions de valeur et de droits d'auteur. Il y a eu des vraies problématiques. Moi, j'ai travaillé 11 ans dans des grands labels et j'ai vécu des plans sociaux, enfin, j'ai vécu un changement de paradigme, donc un clash, mais ça a aussi apporté une sorte de frilosité et de peur de la technologie. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, et avec tous les témoignages qu'on va avoir aujourd'hui autour de la table, c'est ce retour de la technologie comme potentiellement seulement un outil, mais aussi potentiellement une porte ouverte vers l'accessibilité à de nouvelles expériences. J'insiste sur l'accessibilité. Ouvrir aussi le champ de ce que peut être la musique. J'ai déjà eu cette discussion avec André à un autre moment. Les nouvelles plateformes et les nouvelles technologies, c'est aussi un formidable accès pour les plus jeunes à une profondeur culturelle assez dingue. Maintenant, si on parle plus précisément de l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a 3 champs qu'on peut regarder, qui sont premièrement la création musicale. Donc l'approche de musique, je pense qu'elle est assez originale, d'augmenter le créateur et pas forcément d'aller vers de la musique au kilomètre. Il y a des sujets très forts aussi autour de l'éducation dont on parle assez peu, mais je pense que ça va se déployer de plus en plus. Une autre société française qui s'appelle Antescofo travaille sur un outil pour permettre de jouer de la musique en tant qu'instrumentiste, un violoniste, en même temps qu'un orchestre qui s'adapte aux musiciens. C'est assez génial comme principe. Il y a plein de nouvelles startups qui se montent dans le monde entier pour des nouvelles façons d'apprendre la musique, de suivre les partitions. Enfin, voilà. Donc l'éducation, la pratique musicale, donc l'accessibilité va devenir un sujet très fort. Et là, il va pouvoir aider tout ça. Et le dernier, qui est un sujet qui est vraiment aujourd'hui au cœur de l'industrie musicale, c'est tout ce qu'apportent les nouveaux modes de consommation, le streaming, la musique illimitée partout, en tout lieu, qui amène de nouveaux enjeux, c'est la prescription. Et là, la prescription, c'est-à-dire comment on va recommander, comment une musique va toucher une personne, et comment on va amener cette musique à cette personne, donc comment on va indexer Quand on parle de 50 millions de titres, on parle d'un énorme challenge pour les plateformes pour amener la bonne musique aux bonnes personnes. Et pour nous aussi, parce que et pour vous, les fans, comment est-ce qu'on va trouver ce qui nous intéresse? C'est très compliqué. Nos enfants ne découvriront plus jamais la musique comme nous l'avons fait, et ça ouvre plein de nouvelles perspectives. Des nouvelles entreprises vont pouvoir se créer, mais aussi des nouveaux challenges, des questions de diversité. En tout cas, là, la data, le machine learning et l'intelligence artificielle vont jouer absolument, enfin, sans aucun doute, un rôle très très fort dans ce rôle aussi de prescription et d'expérience. Et c'est peut-être aussi ça le nouveau sujet, c'est l'expérience musicale, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça? Parce que on est sur des sujets assez intimes quand on parle de musique. Et quand on intègre la data, la recommandation mécanique à une expérience qui est très intime, où on va, donc ça pose d'autres questions, mais voilà. D'ailleurs, c'est pas dans le script, mais ça me fait venir. Je pense qu'on va complètement aller au-delà. Aujourd'hui, les plateformes de streaming, ça te propose des choses en fonction de ce que tu as écouté. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'interaction pour l'instant. Ou peut-être que ça commence. Tu vas nous donner des exemples, mais je ne les connais pas. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, 85% des utilisateurs, c'est ce que disent les statistiques, sont prêts à nous donner beaucoup plus d'informations, donc à interagir avec nous, qui sommes la plateforme qui fournit le service, s'il y a un bénéfice qui est clair. Donc moi, je serais prêt, par exemple, à expliquer à ma plateforme ce que j'aime, ce que j'aime pas, pour lui apprendre à mieux comprendre mes goûts, pour qu'elle m'aide à trouver les bonnes choses. Aujourd'hui, cette interactivité, elle commence peut-être, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas vue encore. Elle commence, je pense que Julie aura un très bon témoignage à partager avec nous. Je pense que ça va se développer à vitesse grand V avec les interfaces vocales notamment. Parce que de toute façon, on n'aura pas le choix que de s'exposer, puisqu'on va devoir parler à la machine pour commander une musique, et elle va devoir apprendre à nous connaître pour pouvoir faire des recommandations plus fines, qui ne passeront pas par une interface visuelle avec un choix multiple. Ça passera par une interaction de toute façon. Naturelle. C'est ce qu'on appelle interaction naturelle. Donc là aussi, c'est un énorme challenge s'il y a des développeurs dans la salle, c'est un des challenges dans la musique, ça va être cette recommandation par les interfaces vocales. Mais là, de toute façon, on aura cette interaction. Mais Julie, je pense Super. Alors faisons, François, si tu nous permets, on change juste l'ordre qu'on avait prévu. Julie, vas-y. Oui, voilà, donc merci de me laisser la parole. Tout à fait, donc effectivement, j'étais directrice de la stratégie chez Deezer et avant ça, j'étais responsable des produits de l'expérience de découverte musicale. Et donc la découverte, c'est le premier enjeu pour l'industrie de la musique, pour les artistes, puisque effectivement là, si je peux refaire un peu d'histoire comme André, il y a une quinzaine d'années, il y avait environ 20 000 artistes qui passaient en radio.
Et c'était eux qu'on écoutait, c'était eux qu'on pouvait découvrir, et c'est sur ces artistes qu'on vivait nos souvenirs. Et donc, certaines générations ont une culture musicale commune. Ce qui reste vrai, c'est-à-dire que la radio reste aussi un prescripteur fort, mais avec l'émergence de toutes les plateformes de streaming, de YouTube, de Deezer, de Spotify, d'Apple Music, les catalogues sont complètement démultipliés, donc c'est plus vers 1000 artistes, c'est 5 millions. Donc l'enjeu pour l'artiste, ça reste toujours de trouver son public. Et l'enjeu pour le public, c'est évidemment de trouver les artistes. Mais le dataset, justement, il est beaucoup plus vaste. Et la question, c'est comment est-ce que les données vont être prises en compte. Donc les données, justement, qui sont prises en compte dans la recommandation. Qu'on fasse une recommandation, par exemple, qu'on montre à un label qui sont les artistes émergents, ou qu'on montre à un utilisateur quels artistes peuvent lui plaire. On va se baser sur l'analyse de l'audio. Donc on va avoir du machine learning de l'intelligence sur le signal en lui-même. Donc quel genre c'est. Est-ce que c'est calme, est-ce que c'est rapide, est-ce qu'on peut danser dessus, etc. Tout ce genre de données. Et il y a aussi des métadonnées sur l'usage de la chanson. Donc, est-ce qu'elle a été écoutée, qui l'a écoutée, dans quel contexte elle a été écoutée. Donc, est-ce que c'était un contexte justement de radio où vous n'avez pas vraiment choisi? Est-ce que c'est un contexte d'une playlist que vous avez créée? Et là, c'est un contexte beaucoup plus fort à prendre en compte en recommandation, parce que justement, si vous l'avez choisi dans votre bibliothèque, c'est quelque chose qui vous touche directement. Ouais, c'est du proactif. Et en fonction de, justement, on a donc dans les recommandations qui se font sur les plateformes de streaming, il y a des standards de façon de faire les recommandations qui émergent. Donc pour ceux qui sont un peu techniques dans la salle, on utilise des approches hybrides de collaborative filtering. Donc c'est une approche comme ce que vous connaissez sur Netflix. Donc si vous avez aimé tel film, vous allez aimer tel autre. Une grande probabilité d'aimer. Ouais. Voilà, parce qu'on a une matrice qui croise les utilisateurs avec les artistes. Et donc, si vous avez des profils similaires aux vôtres qui vont écouter de nouveaux artistes, on va vous les recommander. Donc ça, c'est du collaborative filtering qu'on mélange avec une approche d'analyse vraiment du genre, parce qu'on va pas... parce qu'il y a des périodes classiques comme Noël où tout le monde va écouter enfin tout le monde, non justement pas tout le monde, mais certains vont beaucoup écouter des chants de Noël, et que peut-être que ça ne convient pas à tout le monde. Et donc voilà, il y a des spécificités comme ça qui sont prises en compte. Et la difficulté de la recommandation musicale, par exemple, par rapport au signal vidéo, c'est justement ce retour de l'utilisateur. Parce que si vous regardez une série ou un film sur Netflix, le signal, il est simple à interpréter. Si vous avez regardé la série ou le film jusqu'au bout, vous l'avez aimé. Parce que vous êtes devant votre écran, et que de toute façon, si vous restez devant, c'est un signal très fort. La musique, c'est très différent, parce que vous n'êtes pas forcément en train de prêter attention à la musique. Donc on a un signal qui est très très difficile. Le retour de l'utilisateur sur la recommandation est très difficile à interpréter. Parce que justement, vous pouvez très bien lancer une playlist sur votre enceinte connectée et partir. Et en fait, on va se rendre compte que vous avez écouté 2 heures, on va se dire c'est génial, ils ont adoré la playlist. Et en fait, pas du tout. Ou à l'inverse, vous êtes dans une envie de découvrir, et là, vous allez écouter très vite des dizaines de secondes sur des titres, et vous allez vous faire un avis très vite. Et là, on va se dire, est-ce qu'ils ont aimé ou est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Et donc, il y a une vraie difficulté. Donc, il y a une fonctionnalité sur Deezer qui s'appelle Flow, qui est justement une radio interactive. Et pour avoir travaillé dessus, c'est très difficile de prendre en compte le signal. Thierry Rapatou, ça me donne une idée. Il faudrait ajouter dans les devices, dans le dispositif de Vialet, une caméra Kinect avec reconnaissance des émotions. Bon, bref, c'est une bonne transition. François, alors de Vialet, c'est une fantastique histoire de design et de performance acoustique. Donc, c'est quoi l'innovation pour vous? Comment tu vois la chose? Un peu, d'une certaine manière, si je devais prendre un exemple chez Microsoft, quand Microsoft fait Surface Studio, je pense que ce que les ingénieurs de Microsoft ont en tête, c'est pas de faire un ultime ordinateur, c'est de faire un espace de création qui sera naturel, qui sera un prolongement naturel de la volonté créative. Et en fait, vous servez cette créativité, Microsoft sert cette créativité, comme nous, on essaye de servir l'émotion, comme on essaye de servir la musique. Et finalement, servir la musique, c'est restituer l'intention originelle de l'auteur, qu'il soit il ou elle soit chanteur, chanteuse, musicien, musicienne, et d'aller connecter l'âme de l'émetteur à l'âme du récepteur. Et finalement, essayer de faire abstraction de tout ce qui se passe entre les deux. Donc, d'une certaine manière, une technologie aboutie comme celle qu'on essaie de faire chez De Vialet, c'est une technologie qui s'efface.
Et donc, notre mission, pour utiliser un grand mot qu'on aime bien en entreprise, c'est justement d'effacer la technologie pour connecter le plus fidèlement possible cette intention de départ à ce que l'on ressent. Ce côté très vibratoire. Je suis passionné d'opéra, j'y suis abonné depuis 20 ans. Et il y a quelque chose qui m'a toujours surpris à l'opéra, c'est qu'à un moment donné, il y a dans un programme une note qui va venir de la fosse et qui va nous toucher, qui va me toucher, qui peut m'arracher une émotion, une larme. Et cette sensation-là, elle est extrêmement rare à vivre au travers de la musique artificielle, qui passe au travers d'un artifice. Et en ce qui nous concerne, on a réussi, je crois, à résoudre cela en couplant des technologies analogiques pour la pureté du signal et digitales pour la puissance, de telle manière qu'on peut restituer ce son sans distorsion, sans saturation, sans bruit. Exactement. Ouais. C'est l'ambition. Et donc, notre ambition, elle est là. Elle est finalement faire disparaître la technologie pour amplifier l'émotion et la faire partager au plus grand nombre. Fantastique. Alors, un deuxième tour de table. Je recommence avec André. Tu as parlé tout à l'heure d'artistes augmentés. Tu en connais beaucoup d'artistes. Donc, quelle est la réaction quand tu parles de ça aux artistes? Est-ce qu'ils... voilà, parce que nous, quand on fait les grands projets de transformation digitale chez nos grands clients, on parle toujours du change management. Donc, ce n'est pas seulement la technologie, mais c'est comment tu accompagnes la transformation avec les personnes. L'intelligence artificielle, elle ne doit pas faire peur, elle doit accompagner le mouvement. Dans le monde artistique, dans le monde que tu côtoies, comment est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a une préparation naturelle, comme quoi l'artiste dit oui, je veux être augmenté, je veux utiliser ces services, ou il y a quelques petites réticences au début et puis ça se fait? Comment tu vois ça? Alors, les deux. Il y a une préparation naturelle dans le sens où aujourd'hui, depuis maintenant 20 ans, je pense, tout le monde travaille avec la MAO, la musique assistée par ordinateur. On s'est retrouvé très rapidement, alors ce sont des systèmes qui s'appellent Logic Audio, qui s'appellent Cubase ou qui s'appellent Pro Tools. Tous les musiciens, compositeurs travaillent avec ça, surtout les musiciens qui font des films d'ailleurs. On peut à la fois enregistrer des musiciens acoustiquement et puis on peut aussi travailler avec des sons synthétiques issus du MIDI, sauf que depuis le sample, maintenant, on n'arrive plus trop à faire la différence. On s'est retrouvé très vite, pour parler de la MAO, avec un problème. Dans l'histoire de la musique, par exemple, il y a un sommet qui est atteint avec un album. C'est l'album Thriller de Michael Jackson avec Quincy Jones. Cet album marque un sommet de la technologie ancienne, de l'enregistrement, des musiciens. Il faut le génie de Bruce Sweden, il faut 2 magnétos 48 pistes digitaux, il faut une console qui fait 96 pistes, il faut un arrangeur de génie comme Quincy Jones pour mettre dans un titre qui va être en stéréo à la fin des cordes, des cuivres, des percussions africaines, des guitares funky, un solo de Van Halen, la voix de Michael Jackson, une chorale gospel et un symphonique. C'est Thriller, c'est ça, c'est tout ce monde-là. C'est un des albums qui a le plus vendu, mais qui est aussi le plus cher du monde. À la fin de ça, on se retrouve avec, maintenant on fait quoi? On peut pas en mettre plus. Personne peut mettre plus d'instruments, plus de technologie, faire un son aussi balèze que ça. Donc ça va être le contre-coup, ça va être Sufjan Stevens, ça va être la folk qui revient, des choses minimalistes. C'est un petit peu comme ça avec la musique assistée par ordinateur. Tout d'un coup, le musicien, il se retrouve dans son ordinateur, il a tous les sons de la planète. Et ça rend cinglé. Et imaginez un peintre qui se retrouve avec une palette avec des millions de couleurs. Il devient fou. Alors qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu faire le choix. Le choix, c'est un peu la malédiction que Dieu a donnée à l'homme. Je veux dire, il faut choisir. Moi, je n'arrive pas à choisir, jamais. Mais bon, je veux tout, mais c'est difficile. Et je veux dire, ça nous amène directement à l'esthétique de la tique. Chez Gilles Deleuze, c'était son animal préféré, la tique. Pourquoi? Parce que cet animal qu'on pourrait penser un peu répugnant, dans le milliard d'informations qu'il y a dans la planète, on choisissait 3 informations pour faire son monde. La lumière pour aller au bout de la branche, l'odeur pour sentir la bête et se laisser tomber, le toucher pour aller sur le sang. Et c'est avec ça, dit Gilles Deleuze, que cet animal-là, pour lui, c'est le summum de l'esthétique. Choisir des informations. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous angoisse. On a trop d'informations qui viennent de partout. Le musicien, il s'est retrouvé avec ça. Sélectionner 3 sons
et avec ça, bah, tiens, je vais faire mon monde. Donc ça, c'est la MAO. Et nous, la possibilité qu'on donne aux compositeurs maintenant, avec la technologie qu'on a inventée nous, c'est que les compositeurs viennent chez nous, on leur explique comment ça fonctionne, et du coup, ils sont hyper agréablement surpris parce que la machine va être en résonance avec eux-mêmes. On leur demande à chacun de faire des trucs dans leur style. On a maintenant une équipe de 10 compositeurs qui arrivent, on est en train de les augmenter chaque jour, on va les chercher. Il y en a un qui aime bien faire des trucs Ocean Eleven style, c'est-à-dire une espèce de soul un peu funky, un peu chouette. Il y en a un autre qui adore faire plutôt électro, un troisième qui aime bien la folk, qui fait tout lui-même avec ses instruments. Chacun travaille dans son style et ensuite c'est la machine qui va scrambler ça. Et eux, ils ont rendez-vous avec la machine qui augmente leurs possibilités. Donc évidemment, on les accompagne. On leur explique, ils viennent faire ça chez nous, et je dirais... Puis, et puis c'est en jouant qu'ils commencent à aimer. Exactement. Mais le truc, c'est rester vous-même. Ne pensez pas au truc, simplement, on vous demande de... Si, à un moment donné, on leur demande peut-être des petites contraintes techniques qu'ils anticipent, qui ne sont pas grand-chose pour eux, et qui vont permettre à la machine de les augmenter. Et moi, je dis, on est Iron Man contre Terminator. Iron Man, c'est un homme normal. Robert Downey Jr., plutôt beau gosse quand même, et grâce à l'argent des investisseurs, il se fait une super machine. Terminator, c'est un connard de robot qui dégomme tout le monde. Aujourd'hui, faire de la musique par des robots pour éviter de payer des droits d'auteur, je trouve que c'est scandaleux, c'est dégueulasse, et c'est une arnaque et une escroquerie. Alors le machine learning, s'il est fait pour aider les musiciens, tant mieux. Si c'est fait pour les remplacer, pour que les enfoirés... pardon, excusez-moi, je m'égare un petit peu, mais de gens qui disent il faut éliminer le droit d'auteur parce que ça nous empêche, mais qu'est-ce que c'est que cette démagogie? C'est comme si on disait au boulanger, il faudrait que le pain soit gratuit. Heureusement, aujourd'hui sur le net, c'est la fin du Far West, avec les nouvelles lois qui sont en train d'être votées. Et encore une fois, derrière l'intelligence artificielle, il y a deux débats. Il y a celui-ci, que j'ai connu moi aux États-Unis, parce que je me suis fait incuber, et ça m'a fait mal pendant 3 mois, parce que vous savez comment on fait quand vous vous faites incuber? Il faut poser un problème. Et le problème, c'était, pour ce qui nous concernait, putain, la musique, c'est chiant parce qu'il y a des droits d'auteur, et les droits d'auteur, ça nous empêche de mettre la musique d'Adèle sur la vidéo de Tata Jeannette. Ah, on a une solution, on a de la musique qui est faite par des robots, comme ça, vous ne payez plus de droits d'auteur. Oh, mais on va où? Déjà, la musique, c'est un petit peu de la merde. Et le deuxième truc, c'est que si c'est ça qui mène ceux qui promeuvent l'intelligence artificielle, c'est idiot, et déjà, c'est pas bon en plus de ça. Donc voilà. Et le deuxième problème, je l'ai oublié parce que je parle trop et que je m'enflamme un petit peu. Mais voilà, je dis, oui, c'est la fin du Far West sur Internet. Et ça, c'est quand même super important. Aujourd'hui, comme par hasard, les abonnements sont tous, le parc des abonnements est saturé. Donc, on commence à mettre de l'ordre. Je vous rappelle qu'Adopi a été créé en France à un moment donné où on avait vendu déjà tous les trucs Internet. Donc, on s'est dit, on s'est servi, c'est quand même l'État qui a organisé le piratage. Les premières pubs pour Wanadoo ou France Télécom, je ne sais plus, c'était télécharger de la musique, abonnez-vous, à une époque où aucun téléchargement n'était légal. C'est ça qui est fou quand même. Maintenant que tout le parc est fait, c'est bon, allez, on va mettre un petit peu d'ordre et on va voir. Voilà. Quand je dis le meilleur de l'ancien monde et le meilleur du nouveau monde, il est temps que les GAFA se rendent compte que ça ne sert à rien de foutre le droit d'auteur en l'air parce que demain, ce sera eux les majors. Et c'est comme s'ils achetaient une bagnole dont ils sont en train de bousiller le moteur. Garder le moteur, ça peut servir. C'est super important ce que tu dis. C'est un débat d'ailleurs. Nous, avec nos compétiteurs, on discute de ça. Et nous, on est militants pour justement l'intelligence artificielle qui aide les personnes. Voilà. Ça ne doit jamais remplacer les personnes, sinon on va où? Enfin, c'est notre monde. L'intelligence artificielle, il faut l'utiliser pour ceux dont nous avons besoin et pas l'inverse. Donc, c'est nous qui la construisons, donc c'est à nous de la maîtriser. Mais c'est un grand et vaste débat. Ça m'a fait penser aussi à autre chose que je voulais dire, et puis tu as parlé d'accessibilité tout à l'heure, Yvan. On va changer un tout petit peu l'ordre encore, mais ça m'a rappelé le Microsoft Research chez nous qui a fait un projet justement qui est un peu un artiste augmenté, Jeremy Best, un musicien qui est atteint d'une sclérose, ALS, dite ALS, donc grave, qui lui a dans le temps éliminé la capacité de bouger et de parler.
Et du coup, ils ont fait un projet comme quoi il arrive à créer de la musique juste avec le regard. Donc, c'est à ça que ça sert. C'est de l'intelligence artificielle, c'est du machine learning, mais ça permet à un artiste de s'exprimer, même quand voilà, il y a des fonctionnalités que les autres ont et que lui, il n'a pas ou qu'il n'aura plus. Et donc ça, c'est fantastique. C'est augmenter les personnes et tout le monde. C'est ça, c'est un autre concept d'accessibilité. On refait un point sur l'expérience augmentée. Donc on a parlé de l'artiste augmenté, mais l'expérience augmentée. Donc on a parlé donc, de ces dispositifs qui recréent l'émotion. Comment est-ce que tu vois, comme disaient les Anglais, going forward, dans le futur, l'intelligence artificielle continuer à aider dans cette expérience? L'intelligence artificielle nous ouvre plusieurs avenues pour restituer cette émotion et cette fidélité. Une des manières de le faire, c'est de nous aider à comprendre dans quelles conditions le son a été créé et capté. Et on peut le faire par deux biais, par un son immersif ou par un son spatialisé. Un son immersif, c'est un son qui va découper le signal d'origine en différents sous-espaces ou objets et à partir du moment où on aura numérisé cela, restituer ces sous-espaces ou ces objets dans une écoute au travers d'une enceinte ou d'un ampli. Par exemple, à l'Opéra de Paris, on a la chance d'avoir noué un partenariat avec l'Opéra. Et quand vous rentrez par la porte de gauche dans l'Opéra de Paris, vous rentrez dans un espace de Vialet où on a créé des choses spécifiques avec eux. Où par exemple, avec 16 enceintes comme celle-ci, on a découpé une œuvre d'orgue en 4 sous-sections. Et cette immersivité est totale, puisque je vais retrouver l'espace, la hauteur de l'orgue, la hauteur de l'endroit où a été capté et enregistré l'œuvre, et je vais la vivre autour de moi alors que je suis à l'Opéra de Paris avec 25 mètres au-dessus de moi et non pas une cathédrale. Donc ça, c'est la partie son immersif. Le son spatialisé, c'est encore autre chose, c'est un peu plus simple. Le son spatialisé, il va créer quelques axes, droite, gauche et verticaux. Et ça, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fait typiquement avec un de nos partenaires au Royaume-Uni, en Allemagne également, qui est Sky, où on a créé une box avec eux, qui nous permet de recréer un son spatialisé à partir d'un seul point. Donc là, le challenge technologique, il est complexe. J'ai un point, et je vais vous donner l'illusion d'un 3.1 ou d'un 5.1 ou d'un 7.1. Alors qu'il y a un seul dispositif. Alors qu'il y a un seul dispositif. Parce que je vais comprendre le volume dans lequel je suis. Ce qui m'amène à la deuxième notion. Donc la première notion de l'intelligence artificielle, c'est comprendre dans quelles conditions a été capté le signal. Et le deuxième, c'est dans quelles conditions je reçois. Et je le reçois, effectivement. Et donc, sur cette notion-là, on va trouver de nouvelles notions comme room correction, la correction pour l'espace dans lequel je suis. Donc, je restitue le son dans une pièce et en même temps que je le restitue, je comprends dans quel espace je suis. C'est bien, l'intention est juste, mais ça pose d'autres problèmes qui sont que ça va être juste à un endroit ou quelques endroits de la pièce, mais cette room correction, elle va être défaillante à d'autres endroits de cette pièce. Mais c'est une piste intéressante en soi. Il y a deux choses, à mon sens, beaucoup plus ambitieuses et même passionnantes, y compris des choses qu'on pourrait regarder ensemble. Quand je pense à ce que fait Microsoft avec HoloLens, où vous faites du 3D mapping en temps réel. Si je fais du 3D mapping en temps réel d'une pièce, ça veut dire que je peux rentrer dans une pièce avec HoloLens, comprendre tous les volumes. Fantastique. Si j'ai cette compréhension de tous les points de ce volume, alors je peux rajouter une couche sonore qui va être aussi fidèle que l'espace que je prends en temps réel. Ça peut nous aider pour de la musique, ça peut nous aider pour des choses aussi beaucoup plus simples, comme quelqu'un qui aurait une déficience auditive et qui va comprendre avec précision où se situe un mur, où se situe son espace. Donc on a des chantiers qui sont d'un ordre thérapeutique, aussi bien qu'on a des chantiers qui sont dans l'ordre du pur plaisir, de la pure émotion, de cette vibration qu'on évoquait, y compris depuis l'âge des caves, depuis les premières caves. Première grotte. Donc, si je comprends bien, là je le dis en tant que fan de musique, si j'achète justement donc, une chanson de quelqu'un que j'aime, je pourrais avoir dans le futur, imaginons, donc j'ai HoloLens, j'ai vos dispositifs dans ma salle, eux, ils ont, donc dans la piste que j'achète, en fait, il y a plusieurs possibilités, donc ils peuvent dire, ben voilà, la musique jouée live en acoustique dans un petit théâtre, ou tu peux choisir avec un orchestre, donc avec une puissance symphonique dans un énorme théâtre, ou style Woodstock, et donc il y a des styles. Et donc moi, je pourrais voir en concert mon artiste préféré, scénarisé avec une expérience 3D,
et le son va correspondre à l'expérience que je vois, complètement différente. Alors, tu as complètement raison. Et le seul petit détail qu'on rajoute à ça, c'est la notion physique du son, les impacts physiques. Oui. Et pour ça, il faut une bande passante extrêmement large. Il faut des infrabasses parce que tes os vont ressentir la musique avant tes oreilles. Oui. Il faut des ultrasons parce que notre cerveau va capter les aigus avant nos oreilles. Et c'est ça qui crée ce tout, cette unité, cette fusion entre le musicien et celle ou celui qui reçoit. Il y a peut-être encore un peu de travail, mais Thierry Rapatou ne sera pas... Thierry, il y a du boulot là. Faisons-le, parce que c'est exceptionnel. C'est-à-dire que ça crée des nouvelles expériences. C'est ce qu'on souhaite tous. Yvan, on revient vers toi. Donc, création, acteur technologique, nous en sommes un. Qu'est-ce que ces deux mondes vont attendre dans le futur les uns des autres? Et qu'est-ce que nous, on peut faire pour les créateurs? Si je prends juste l'exemple qui vient d'être cité, je pense que moi, pour avoir travaillé depuis 15 ans dans ces métiers-là, on se rend compte aujourd'hui, avec un peu de recul, parce que c'est toujours important de regarder derrière l'histoire pour envisager le futur, que la musique est et devient un formidable laboratoire des usages et des nouvelles technologies. Ici, on parle de la musique pour être un laboratoire, pour tester d'autres dimensions audio qui pourraient toucher à l'ordre de la santé, l'ordre de l'architecture, etc. Parce que l'acoustique, c'est encore un domaine qui est sans frontières. Tout ce qu'il y a à faire, on a tous des lunettes pour corriger nos yeux, on n'a pas encore inventé les lunettes pour les oreilles. Ce qui est quand même, ça montre où on en est de cet organe-là, de tout le potentiel. Mais sur la musique, tous les sujets, on prend le contrôle vocal aujourd'hui aux États-Unis qui prend un essor important. Le premier usage, si ce n'est un des plus importants usages qui est fait aujourd'hui de ces interfaces, est la musique. Sur les sujets de big data, la musique, et Soundcharts, qui est une très belle société française, est là pour le prouver. La musique est un champ d'expérimentation extrêmement fort, et c'est en France, entre Deezer et Soundcharts, deux sociétés dont tu as fait partie, Julie, sont deux des pépites françaises, des entreprises qui ont su exporter et internationaliser le savoir-faire français sur le traitement de la donnée à partir de la musique, mais maintenant qui peut aller au-delà. Donc je pense qu'il est intéressant pour les grands groupes et les entreprises de s'intéresser à la musique, comme un formidable catalyseur d'usage. Ça attire beaucoup d'usages du monde. Ça permet d'expérimenter de nouvelles façons d'apporter des interfaces comme HoloLens. Ça permet d'expérimenter des nouvelles interfaces sociales. La musique aussi, elle était originellement là quand Facebook est arrivé, quand YouTube a démarré. Donc c'est un catalyseur d'usage. Ça, c'est un point. Et dans l'autre sens, ce que les créateurs et les artistes peuvent attendre des acteurs technologiques, là, il faut faire peut-être un distinguo, même si pour moi, personnellement, il n'y en a pas. Il y a les startups, il y a une sorte de grand engouement autour de ça, et les artistes se reconnaissent plus dans les startups parce qu'ils ont cette espèce de sort et de trajectoire commune, le risque, l'envie de changer la créativité, l'envie de changer le monde, le garage, cette image du garage. Oui. Et parfois, il y a une sorte de défiance et de recul par rapport à Microsoft, Google, les GAFA. Or, il faut juste remettre ça de manière très basique. Il faut désinhiber tous ces acteurs et leur dire vous avez de la technologie à disposition, des acteurs qui sont là pour vous accompagner dans votre création, dans votre marketing, des choses qui sont très concrètes, dans votre connexion avec les audiences, les fans, et peut-être aussi demain pour créer des nouvelles expériences. Mais pour ça, il y a un temps intermédiaire qui est en ce moment, c'est de la pédagogie, beaucoup de la pédagogie. Ce qu'on est en train de faire là, peut-être le refaire et parler, expliquer les technologies pour que les créateurs se sentent pas dépossédés, mais en capacité de faire avec ces technologies. Aujourd'hui, c'est encore assez lointain. Les communautés d'artistes, que ce soit les tout petits artistes dans les festivals, il y a 1800 festivals en France, jusqu'aux plus grands artistes, c'est encore assez loin pour eux tout ça, et c'est encore assez de l'ordre du mythe. Et à l'inverse, je pense que pour les grandes sociétés technologiques telles que celles que vous dirigez, il y a encore une sorte de mythe des artistes. Il ne faut pas démystifier les choses, il faut garder de la magie, mais il faut au milieu créer des espaces de collaboration. Absolument. D'ailleurs, ce que disait André tout à l'heure, c'est-à-dire que même quelque chose qui fait peut-être initialement un peu peur, avec la bande pédagogie, et puis en faisant jouer dans tous les sens du terme les personnes aiment ce qu'ils font. Et je pense que c'est pareil. Nous, on fait des hackathons avec les grandes entreprises pour les transformations. Pourquoi on ne ferait pas la puissance de la technologie pour les créateurs et pour les artistes et voir qu'est-ce que ça donne. C'est en jouant ensemble qu'on va trouver ces nouvelles expériences dont on parle. Et c'est le mot-clé, je finis là-dessus, c'est l'expérimentation. Il faut redonner une place forte et essentielle, notamment sur ces sujets de créativité, à l'expérimentation. Ça passe par des incubateurs, des hackathons, mais il faut
faut laisser la chance. C'est ce qui se passe dans un studio. Ramenons ça aussi à ce qu'on vit quand on est un artiste ou quand vous répétiez avec Thierry. C'est la chose la plus belle, les plus bons moments. En studio, on ne sait pas ce qui va se passer. André, quand il enregistre un album, il ne sait pas ce qui va sortir encore, même s'il a écrit sa partition. Il y a de l'accident, il y a des rencontres. Et il faut créer ça entre la technologie et les artistes, des espaces de rencontres et d'expérimentation. C'est là que ça se passe. Nous sommes prêts à re-rentrer dans les garages. J'aimerais bien rebondir là-dessus parce que ce que tu viens de dire est rare et je pense que ça nous rappelle juste que ce qui rend les gens intéressants sont leurs fissures, c'est précisément pas leur perfection, leur prédictabilité. Et la musique, ce qui la rend intéressante, c'est quand elle nous touche, c'est dans ses imperfections. Et quand on aime un enregistrement live, c'est pas tant qu'on aime l'enregistrement ou de savoir qu'il a été live, c'est qu'on va entendre un parquet qui grince, une toux qu'on n'aurait pas dû entendre, une main qui va taper sur une guitare. Et c'est cette somme de petits détails qui sont imperceptibles, qu'on ne peut pas décoder, qui ne sont écrits nulle part, mais qui vont nous donner cette émotion originelle. Et il y a quelque chose de très, très rassurant dans cette conversation, qu'on se rappelle juste à la fragilité, à l'imprévu. Et donc peut-être que notre challenge, il est de coupler la technologie dans ce qu'elle a d'extrêmement prévisible et sa capacité à restituer l'imprévu. Avec les asymétries que nous apprenait André au tout début. D'ailleurs, quand un chanteur, 40 ans après, il refait une chanson et qu'il la fait un peu différente, c'est ça qu'on aime, c'est ça qui nous donne de l'émotion. On se rappelle exactement comment elle était et on la redécouvre parce que c'est asymétrique par rapport à ce qu'on connaissait. Donc c'est tout à fait ça. Julie, avant de passer aux conclusions, je te laisse le dernier mot. On en a parlé, mais la conciliation, donc les humains, leur intelligence, leur sensibilité, les données, l'IA dont on parle. Voilà, tu as le mot de la fin pour nous donner en conclusion. Merci beaucoup. Justement, en écoutant tous les intervenants, je pensais en fait à quel point l'industrie de la musique, c'est une boîte noire pour beaucoup de monde. Donc c'est un système auquel peu de gens ont accès. Qui fait rêver. Il y a un côté artistique très émotionnel et qui est effectivement parfois à l'opposé de la technologie qui, elle, on a de l'open source, on a des documentations qui sont ouvertes. Si on veut s'intéresser, apprendre sur un sujet, mais en fait, on va trouver des communautés facilement qui vont nous apprendre comment saisir les choses. Et c'est justement ce qu'on essaye de faire chez Soundcharts, c'est d'essayer d'apporter cette culture de l'ouverture et de la data dans une industrie qui est justement très émotionnelle, pas forcément data-driven sur les choix qui sont faits. Et donc, en travaillant au quotidien avec tous les acteurs de l'industrie de la musique, justement, on voit à quel point il n'y a pas d'opposition et à quel point la data, justement, ça peut aider à apaiser des relations qui pouvaient potentiellement être plus difficiles. Donc, par exemple, il y a une certaine défiance des artistes par rapport au label. Ils ont l'impression que les conditions ne sont pas forcément favorables, donc des fois, c'est justifié ou ça ne l'est pas. Mais le fait d'avoir la donnée derrière pour justifier en fait, tout ça, ça permet aussi d'être plus ouvert et justement, on prône aussi l'égalité des chances pour les artistes qui, maintenant, en fait, les cartes sont complètement redistribuées. Un artiste peut se distribuer, il peut trouver un public facilement sur Internet. Petit Biscuit, qui est un artiste indépendant français, on voit des pics de stream en Amérique latine. Donc, et ça, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu, c'était même pas possible avant. Et donc maintenant, on peut même monitorer ce qui se passe, savoir et se dire, finalement, il y a un public là-bas, on va peut-être essayer de l'adresser. Donc voilà, c'est plein de possibilités en fait, et la musique, c'est toujours un des premiers, effectivement, c'est toujours un des premiers champs d'expérimentation des technologies. Et donc c'est ça qui fait l'intérêt aussi de travailler sur ces sujets. Fantastique. André, tu as commencé avec Bach. Je te demande de nous proposer, toujours à ta manière, si Bach était avec nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait de cette conversation? Il dirait, les gars, vous êtes des petits jeunes, moi ça fait longtemps que je fais ça. Quelle bande d'amateurs. Sauf que lui, il n'avait pas besoin de computer, il avait tout dans la tête. Et c'était ça qui était assez magnifique. On a analysé le cerveau d'un improvisateur et le cerveau d'un mathématicien, d'un musicien improvisateur. Ce n'est pas la même chose d'un pianiste qui est en train de faire une impro et un mathématicien, c'est les mêmes zones dans le cerveau. Alors que la musique classique, elle, entraîne les musiciens à être des lecteurs. Donc, encore une fois, quand on est en train d'improviser, on est dans l'instant, on est en train de
d'improviser. Et en même temps, on doit anticiper sur l'accord qui va venir pour le préparer et pour l'amener en douceur. Sinon, c'est plus une impro, c'est quelque chose de vertical, comme ça, avec des suites d'accords qui sont mises derrière les uns derrière les autres. Une impro, c'est lier, c'est inventer, c'est créer une mélodie dans l'instant, avec la fragilité de ce moment. Et moi, c'est ça qui me touche le plus dans la musique. J'ai commencé en apprenant la musique classique à l'âge de 5 ans, et puis ensuite, j'aimais bien jouer ce que j'entendais à la radio. Et d'ailleurs, quand je faisais des petits concerts devant la famille, je jouais Beethoven, Mozart, mais j'avais le plus de succès quand je jouais les Rois Mages de Sheila, par exemple. Mais ça, c'était d'oreille. Et à 13 ans, quand j'ai écouté mon premier disque de jazz, tout d'un coup, j'ai failli en pleurer. Pour moi, c'était Jean-Sébastien Bach avec du rythme. Donc l'improvisation, pour moi, c'est le maître mot de la musique. Et encore une fois, Bach, dans l'art de la fugue, c'est presque un manuel d'improvisation qu'il nous donne. On dit souvent que la dernière fugue est inachevée et c'était un message qu'il aurait donné, c'est poétique un petit peu, je ne sais pas si c'est la vérité, mais en disant, si vous avez compris toutes les fugues que vous avez jouées avant moi, eh bien celle-ci, terminez-la tout seul. Et il y a plein de pianistes, de clavecinistes qui se sont proposés chacun leur version. Alors si vous voulez, ce que je peux vous proposer, je vais vous demander 4 notes, et puis j'essaie d'improviser quelque chose. Une note, Fa, La bémol, au tête de doucement, Fa, La bémol, Mi, Si bémol. Allez, alors, on va voir si j'achète le sol ou pas. Fa, La bémol, Mi, Si bémol, et puis il y avait un sol aussi qui se baladait. Alors voilà, Fa, La bémol, Mi, Si bémol, pas mal. Donc, pour les 4 personnes qui m'ont donné ces notes, vous vous retrouvez, vous allez signer le bulletin de déclaration de la SACEM. Normalement, vous devriez gagner un tout petit peu d'argent, parce qu'il y avait quand même des gens qui étaient ici, si le boulot est bien fait. Voilà. Bravo. Super, merci. Merci André, merci Yvan, Julie, François, merci à tous. Merci et bonne soirée.